Hey, salut, bienvenue dans cette troisième capsule blog qui va parler de la guidance vs la voyance. Je t'invite à lire le texte en lien dans le descriptif et je te souhaite une belle écoute. Bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est assez subtil, une question que beaucoup de gens se posent. C'est quoi, au fond, la différence entre la voyance et la guidance? Oui, entre prédire l'avenir et aider à le construire en quelque sorte. C'est exactement ça. Pour explorer cette nuance, on s'appuie sur une réflexion personnelle très intéressante, une sorte de manifeste qui vient de l'intérieur. Et qui ne mâche pas ses mots d'ailleurs. Non, pas du tout. Et notre but, c'est de décortiquer cette distinction, mais aussi de se pencher sur la question un peu taboue, la question de l'argent. Est-ce qu'un don spirituel, ça se paie? La fameuse question. Voilà, donc pour lancer la discussion, quand on cherche des réponses, est-ce qu'on cherche une prédiction à attendre passivement? Oui. Ou plutôt des clés pour agir? C'est une excellente question de départ parce qu'elle touche à des choses très profondes sur le libre arbitre, sur le développement personnel, la manière dont on conçoit sa propre vie en fait. Absolument. Alors allons-y. Commençons par cette distinction fondamentale. Prédire contre guider. L'auteur de notre source est très direct sur la voyance. Oui. Pour lui, la voyance, c'est une réponse brute à une question, une prédiction du futur le plus plausible là à l'instant T. Avec un exemple très parlant. Très parlant, oui, et presque caricatural. Demain, à 15h15, tu tomberas sur ton prince charmant. C'est net, c'est précis. Ce qui, d'un côté, peut être incroyablement rassurant. On sait ce qui va arriver, on sait quand, ça enlève une sacrée dose d'angoisse. Parce qu'elle met la personne dans une position d'attente. Une attente complètement passive. On a le script, il n'y a plus qu'à attendre que la scène se joue. Je vois l'idée. L'initiative personnelle serait comme anesthésiée. C'est le mot. On est spectateur de sa propre vie. C'est un point de vue qui se défend. Mais je me demande, est-ce que c'est toujours subi, cette passivité? Parfois, est-ce que ce n'est pas justement ce qu'on recherche, un moment de répit où on nous donne la permission de juste attendre? C'est une bonne nuance. La réaction dépend sans doute de l'état d'esprit de la personne. Et savoir qu'une bonne nouvelle arrive, ça peut aussi motiver à se préparer, non? À se mettre dans les meilleures conditions pour l'accueillir. La passivité n'est peut-être pas la seule issue. C'est vrai. Mais pour notre source, le risque de déresponsabilisation est trop important. Et c'est là que le concept de guidance prend tout son sens, vraiment en opposition. Alors, la guidance, c'est quoi la différence alors? La guidance, elle donne aussi une réponse. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle offre, et je cite, des indications pour atteindre au mieux la réponse. Ah, c'est différent. Ce n'est pas voilà le trésor, c'est plutôt voilà une carte et une boussole. C'est exactement ça. Et il y a une phrase clé dans le texte qui résume tout. La guidance guide, elle n'affirme pas, car chacun est maître de sa vie. Ce qui est fascinant, c'est que ça touche directement à ce que la psychologie appelle le locus de contrôle. C'est-à-dire, eh bien, la voyance, telle qu'elle est décrite ici, elle renforce un locus de contrôle externe. Le destin est entre les mains de forces extérieures. Alors que la guidance, elle, vise à renforcer un locus de contrôle interne. C'est moi qui ai le pouvoir sur ma vie. C'est un changement de paradigme complet. Cette reconnaissance du libre arbitre, c'est vraiment le fondement de la démarche. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'auteur va plus loin. Le but ultime de la guidance, ce serait d'aider la personne à évoluer vers son véritable moi. On est presque dans du développement personnel pur et dur. Carrément. Il y a cette idée que la vie sur Terre est une sorte de formation, où on vient apprendre des leçons pour faire évoluer notre âme. Dans cette optique, la guidance, ce n'est pas un GPS pour l'avenir, c'est plutôt un coach de vie spirituel. On est très très loin de la simple prédiction. Oui, c'est une vision très responsabilisante. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, elle se heurte à un obstacle très concret. L'argent. Le sujet qui fâche. Voilà, notre source raconte une anecdote. L'auteur tombe sur une publicité et lit un commentaire assassin qui qualifie la pratique payante d'escroquerie. L'argument, c'est que si un don est réel, il doit être gratuit. C'est un réflexe ça. C'est très ancré dans notre culture. On paye pour ce qui est tangible, une compétence technique, un médecin, un plombier. Mais dès qu'on touche à l'immatériel, au spirituel, L'idée du gratuité s'impose. Oui, comme une évidence morale. On a du mal à imaginer un prophète qui enverrait une facture. et ce qui est très honnête dans cette réflexion, c'est que l'auteur admet avoir pensé exactement la même chose avant. Il y a eu tout un cheminement pour déconstruire cette croyance. Et cette déconstruction est essentielle. Pourquoi on attend cette gratuité?
Peut-être parce qu'on associe ces dons à quelque chose d'inné qui n'a pas demandé de travail. Une vision un peu romantique, quoi. Oui, qui oublie qu'un talent même inné, ça se cultive, ça demande du temps, de l'énergie, des épreuves. Un pianiste virtuose a un don, mais personne ne s'attend à ce qu'il joue gratuitement. On paye pour les milliers d'heures de travail derrière. Et c'est précisément l'argument de l'auteur. Il recadre tout le débat avec un mot très simple, partage. Ce n'est pas une vente, c'est un partage. Le choix du mot est très important. Il est allé jusqu'à chercher la définition dans le dictionnaire, fait de partager quelque chose avec quelqu'un. Un partage équitable. Équitable, c'est ça la clé de voûte de son raisonnement. Ça nous sort de la transaction commerciale pure. Oui. Une transaction, c'est je donne X, tu donnes Y, on est quitte. Un partage équitable, c'est on met en commun des valeurs pour que chacun en sorte grandi. Ce n'est plus la même relation. Et il décrit ce processus en un cycle très clair. Je donne, vous recevez et vous redonnez en retour. Ce qu'il donne, ce sont des informations, des clés. C'est l'accompagnement. Et il faut vraiment insister sur ce que ce savoir lui a coûté. Ce n'est pas un diplôme. La source utilise des mots très forts. Les expériences de la vie, les coups de poil de l'univers, des échecs, des réussites, des larmes, de la joie. C'est un investissement de vie, en fait. Exactement. Du coup, le don en retour n'est plus le paiement pour une info. C'est la reconnaissance de la valeur d'un chemin de vie, d'une sagesse qui a été forgée dans les épreuves. C'est une façon de dire « je valorise le temps, l'énergie et les cicatrices qui vous permettent de m'offrir ça aujourd'hui ». C'est fascinant de voir comment il essaye de traduire ça en un échange concret. On pourrait s'attendre à une grille de tarifs, mais non. La proposition est beaucoup plus terre-à-terre. Ah oui, L'auteur s'ouvre complètement à l'idée du troc. le troc. C'est pas anodin, ça. Non, c'est même fondamental dans sa démarche. Il mentionne qu'il pourrait échanger une guidance contre des fruits, des légumes, du jardin, une coupe de cheveux, ou, je cite, « que sais-je d'autre ». C'est presque une déclaration politique. C'est dire que la valeur n'est pas que monétaire. Elle réside dans le savoir-faire, dans le temps qu'on consacre. On est loin de la transaction par carte bancaire. Ah oui, échanger une heure de guidance contre une coupe de cheveux, c'est mettre sur un pied d'égalité deux compétences totalement différentes. L'une spirituelle, l'autre manuelle. Ça recrée du lien, un lien communautaire autour de l'échange. C'est une vision très ancrée, très humaine, mais il est aussi pragmatique. Il se heurte aux réalités du monde moderne. Forcément. Et sa conclusion sur les services en ligne est à la fois logique et très drôle. Il dit qu'il est difficile de faire du troc sur Internet avec cette phrase géniale « Il est difficile d'échanger un kilo de pommes de terre sauf si vous mangez virtuellement. C'est imparable. » Et ça illustre parfaitement la tension qu'on vit aujourd'hui. Entre des idéaux de communauté, d'échanges directs et les contraintes d'un monde numérique globalisé. Le troc, ça marche dans un village, sur Internet. Il faut un moyen d'échange universel. Et ce moyen, c'est l'argent. Du coup, l'argent n'est plus présenté comme le but, mais comme l'outil le plus simple pour maintenir l'équilibre du partage, quand la distance empêche le troc. L'esprit reste celui du don et du contre-don. C'est l'outil qui s'adapte au contexte. On pourrait presque faire un parallèle avec des systèmes comme le financement participatif. L'argent est le véhicule, mais l'intention, c'est de soutenir un travail, une personne, bien plus que d'acheter un produit. C'est une bonne image. Alors, pour synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient ? Il y a deux idées fortes, je crois. Oui, d'abord, cette distinction cruciale entre une voyance qui peut enfermer dans un destin passif et une guidance qui donne les outils pour un destin actif. Être spectateur ou être acteur. La tension entre subir et choisir. C'est ça. Et le deuxième point, c'est ce recadrage de la notion de paiement. On quitte la logique commerciale pour entrer dans celle du partage équitable. Où la contrepartie, que ce soit un panier de légumes ou un virement, devient un acte de reconnaissance pour un investissement de vie. Au final, cette perspective nous invite à questionner la manière dont on cherche de l'aide, mais aussi la valeur qu'on accorde au savoir qui ne viennent pas d'un diplôme, mais de l'expérience. C'est une très bonne synthèse. Et si je peux prolonger un peu la pensée, Je vous en prie. la source se concentre beaucoup sur la perspective de celui qui offre la guidance pour justifier la légitimité de l'échange. Mais si on retourne le miroir et qu'on se place du côté de la personne qui reçoit, Ah, c'est intéressant. si on accepte que le but c'est de devenir acteur de sa propre vie, quel rôle joue l'acte de donner en retour dans ce processus? Est-ce que le fait de participer à cet échange en donnant de l'argent, des légumes, peu importe, est-ce que ça ne renforce pas l'engagement personnel dans sa propre démarche de changement? Comme si le fait de payer ou de donner était déjà un premier pas actif.
Exactement. Est-ce que l'acte de donner quelque chose de tangible, qui a une valeur pour soi, ne devient pas la première étape concrète de cette reprise de pouvoir? Le premier geste qui ancre dans la matière la volonté de redevenir vraiment l'architecte de sa propre vie. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette capsule blog t'a beaucoup plu. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle capsule blog Butterfly.